Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la gestion de l'eau en agriculture et organisé par la Factory de Terre-Net. Alors depuis une trentaine d'années, la journée du 22 mars est déclarée journée mondiale de l'eau pour sensibiliser à sa préservation. Et pour 2024, l'UNESCO a pris le thème de l'eau pour la paix, rappelant en effet que l'eau est souvent source de tensions et de conflits à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale. Alors, l'agriculture a besoin d'eau, les agriculteurs ont la nécessité de gérer avec parcimonie cette ressource et de manière durable pour apporter à leur culture la bonne quantité au bon moment. Alors, c'est cette thématique qu'on va brosser pendant une petite demi-heure avec mes deux invités. Alors, Esther Florin, vous êtes chef de marché chez Isagri, donc en charge de la gamme de produits et services liés à la météo et à l'irrigation. Tout à fait. Julie Coulereau, vous êtes directrice générale de la société AgroConseil qui, comme son nom l'indique, conseille les agriculteurs sur un certain nombre de thématiques et notamment celle de l'irrigation. Exact. Alors, à l'issue de notre échange qui devrait durer une trentaine de minutes, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions par l'intermédiaire du chat. Voilà, et nous essaierons d'y répondre du mieux possible. Alors, première question avec vous, Julie. Revenons au b.a.-ba, aux fondamentaux, à savoir pourquoi la plante a besoin d'eau et en quelle quantité ? Alors tout d'abord, la plante, pour fonctionner, a besoin de se nourrir. Et le vecteur eau est le seul vecteur qui lui permette de s'alimenter correctement en nutriments. La quantité d'eau, c'est surtout l'eau qui sera disponible à ses racines. Et là, ça va être fonction du sol, donc dans son fonctionnement, dans sa capacité à retenir l'eau et de le rendre disponible à la plante. Alors justement, on parle aujourd'hui du fait que ce printemps 2024, les nappes sont pleines en comparaison au printemps 2023. Est-ce que ça veut dire que l'eau, elle est forcément disponible pour la plante ? Eh ben non, parce que cette disponibilité va être totalement dépendante de la capacité, donc comme je disais, de la rétention par le sol de cette eau, mais aussi d'être en mesure de faire en sorte qu'elle soit disponible pour la plante. Et cette disponibilité va être conditionnée par la faculté qu'a la plante de développer ses racines. Donc si par exemple on a un sol tassé, la structure va être donc limitante. Et puis par exemple aussi, s'il n'y a pas assez de matière organique, la quantité d'eau en elle-même ne sera pas suffisante. Donc bien connaître le fonctionnement hydrique est en fait un prérequis pour avoir connaissance de la disponibilité de cette eau pour la plante. Quand est-ce qu'intervient l'irrigation alors sur ce... Les premières interventions d'irrigation vont intervenir en fonction du type de plante qui est implantée dans un certain type de sol. Les cultures ont des stades de développement qui font qu'à un certain moment du cycle du développement, le manque d'eau où l'indisponibilité d'eau peut être critique, et donc on va commencer à parler de stress hydrique. Et là, effectivement, ça va être compliqué pour la plante, et il faut être en mesure de faire en sorte que le sol ait suffisamment d'eau pour qu'elle puisse s'alimenter. Donc l'irrigation vient en compensation d'un défaut d'alimentation ou d'un défaut de quantité. Exactement. L'irrigation, c'est une action humaine. Quand on est dans des périodes, bon là c'est pas le cas, mais quand on est dans des périodes où effectivement il n'y a pas de pluie prévue, parce qu'on est quand même dans l'anticipation des conditions climatiques, de l'exigence climatique auxquelles va être soumise la plante. Et donc, il va falloir faire en sorte que cette disponibilité en eau, que le sol soit suffisamment humide pour pouvoir avoir un échange facile pour la plante. Esther, je me tourne vers vous. Au niveau de chez Isagri, comment vous accompagnez les agriculteurs sur cette problématique ou comment vous vous emparez de cette problématique ? Ouais. Alors, au sujet de l'eau particulièrement, on a une solution qu'on leur met à disposition qui est tout simplement une solution à base de capteurs, des sondes capacitives d'irrigation. Alors de manière plus large à l'échelle d'Isagri, c'est une entreprise qui depuis 40 ans met à disposition des solutions qui permettent aux agriculteurs de prendre les meilleures décisions au meilleur moment en fonction de leurs objectifs. Et donc c'est dans ce cadre que depuis 4 ans maintenant, on leur propose une solution
de capteurs, donc cette sonde capacitive, qui vont planter directement dans la parcelle. Et après, ils vont retrouver sur leur application smartphone directement les informations du niveau d'humidité du sol et de ces seuils critiques qu'on définit pour prendre la décision ou non d'apporter l'eau sur la parcelle et dans quelle quantité. Esther, concrètement, vous avez parlé de sondes capacitives. Par rapport à des sondes tensiométriques, c'est quoi la différence? Et puis ça ressemble à quoi cette sonde? Je crois que vous en avez pris une avec vous. Tout à fait, je peux vous la montrer. Alors, une sonde tensiométrique, c'est plus connu de manière historique. C'est vrai que c'est des capteurs aussi. Ça ressemble à des petites sondes et il y a un petit capteur au bout, donc on doit en mettre un à chaque fois qu'on veut mesurer un horizon de profondeur. L'avantage de la sonde capacitive, donc ça ressemble à ça, hein, c'est un bâton blanc tout simplement. Celle-ci fait 60 cm. Celle-ci, elle fait 60 cm exactement. C'est vraiment le modèle qui est le plus plébiscité par nos clients. Et donc, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a un capteur tous les 10 cm de profondeur. Et donc, on a vraiment une sonde tout en un. On n'est pas obligé de mettre 6 bâtons dans le sol avec 6 capteurs. On a vraiment une sonde avec 6 capteurs d'un seul coup. Et donc, il suffit à l'agriculteur de faire un trou dans sa parcelle et de venir la planter tout simplement. Ensuite, elle est reliée à un émetteur par ce câble. Et puis après, ça fonctionne tout de suite. Donc, grosso modo, la sonde est en capacité d'explorer tout le système l'environnement du système racinaire. C'est ça. Sur des cultures annuelles, c'est en général ce qu'on met, ça suffit largement. Donc après, on en a des plus petites, hein, mais en moyenne, c'est ce qu'on place pour explorer tout le système racinaire. Ouais. D'accord, donc ça permet d'explorer toute la racine de la plante, en fait. Enfin, Tout à fait. Le but, c'est d'aller capter vraiment du début à la fin du cycle de la culture, là où on va avoir la réserve utile en eau et là où il faut que les racines travaillent pour aller puiser justement cette ressource. Et en termes de quantité de capteurs, eh bien, ça va dépendre de la culture, du type de sol, des objectifs de l'agriculteur également. Vous doutez bien qu'on ne peut pas mettre un capteur dans chaque mètre carré de la parcelle. Donc ça va vraiment être relatif à chaque agriculteur, à chaque besoin. En général, ce qu'on va conseiller, c'est de mettre plutôt dans une partie de la parcelle qui est représentative du reste. Et puis, comme je dis, en termes de nombre, ça va dépendre des objectifs. D'accord. Donc, si l'agriculteur sait qu'à tel endroit, il a une zone un peu séchante, ça va être peut-être plus judicieux de poser une sonde là à partir du moment où on sait que cette zone-là est en difficulté. Alors ça va dépendre des objectifs. On peut avoir un agriculteur qui va plutôt le positionner dans la partie la plus séchante ou plutôt dans la partie qui va retenir l'eau. Encore une fois, ça dépend de la manière dont l'irrigant veut piloter l'irrigation sur cette parcelle. Donc elles sont connectées, j'imagine, avec des stations météo. Oui, alors pas forcément, c'est pas obligatoire. La station météo, elle va vraiment mesurer la quantité d'eau qui va arriver sur la parcelle via la pluie. Tout simplement, la sonde, elle va mesurer la quantité d'eau qui est présente dans le sol. Donc, il n'est pas forcément en corrélation directe avec la quantité d'eau qu'il a plu, parce que c'est pas parce qu'il pleut sur une parcelle que toute l'eau va rentrer et être stockée par le sol. Donc, ça peut être lié dans la manière où on veut mesurer l'efficience d'une pluie sur le remplissage du réservoir sol, si on peut le vulgariser de cette manière. Mais il n'y a pas de corrélation directe, par contre, entre la station météo et la sonde d'irrigation. D'accord, mais l'outil que vous proposez aux agriculteurs tient compte de l'anticipation de la donnée météo dans les jours à venir. Effectivement. D'accord. Quand on leur propose une sonde d'irrigation, on leur met également à disposition des prévisions météo qui vont jusqu'à 10 jours. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent prendre les décisions en fonction de ce qui se passe dans leur sol en temps direct, mais également en fonction de la prévision météo pour ne pas mettre une irrigation inutile sur une parcelle s'il pleut le lendemain ou le surlendemain. Oui, tout à fait. Je reviens avec vous, Julie, par rapport à ce que vous nous disiez en préambule sur les prérequis de bien connaître le fonctionnement hydrique de son sol avant d'envisager l'irrigation. Comment vous, concrètement, vous construisez votre conseil tenant compte de ça, j'imagine? Oui, effectivement. Donc, on parlait au début qu'il fallait tenir compte de cette disponibilité en eau, et donc il va falloir caractériser la parcelle. Puisque un limon, en fonction de la porosité du sol, un même limon n'aura pas forcément la même capacité de rendre disponible pour la plante l'eau. Donc il est indispensable d'avoir une zone, déjà un conseil est défini pour une zone surfacique maximale. De cette surface, on va aller caractériser une zone de référence qui va être suivie tout au long de la culture. Cette caractérisation, on va la faire pour la structure, de façon à comprendre comment l'eau va circuler
dans la parcelle cette année pour la culture en place. Et donc, dans ce cas-là, on va faire un type de prélèvement qu'on appelle souvent, nous, on appelle ça des prélèvements non perturbés, de façon à les soumettre à des tests et d'identifier la capacité au champ, le point de flétrissement, et donc d'identifier la réserve utile en eau et aussi la réserve facilement utilisable pour la plante. Parce que c'est là que va être la marge de manœuvre pour l'agriculteur, de se dire la plante doit pouvoir puiser facilement l'eau pour ne pas dépenser trop d'énergie et de fabriquer toute sa matière sèche. En gros, une plante, pour produire, elle doit évapotranspirer. Elle doit transpirer, elle doit évacuer de l'eau et aussi assimiler des éléments. Donc effectivement, la gestion d'irrigation, ça va être le positionnement de la dose à un moment donné, et cette dose doit correspondre de faire en sorte que l'humidité du sol, donc les caractéristiques qu'on peut aussi mesurer, puisqu'on va faire des échantillons dits perturbés, des caractéristiques du sol, l'humidité du sol, parce que la marge de manœuvre pour l'agriculteur, c'est entre un seuil d'intervention et la capacité au champ. Alors, je vais m'expliquer. Le seuil d'intervention, c'est à la fois l'information du seuil de stress hydrique pour la plante à un moment donné de son cycle, et ça intègre également le coût de rentabilité de l'irrigation. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on irrigue, il y a quand même un objectif pour l'agriculture, qui est une activité économique, il y a un objectif économique derrière ça. Il faut qu'il y ait une production continue, régulière, pour qu'on ait une production de qualité à la fin. Et ça, il faut être en mesure de naviguer entre ce seuil d'intervention et cette capacité au champ. Si une irrigation est mal placée, on disait tout à l'heure, l'idéal c'est d'éviter de placer une irrigation s'il y a de la pluie qui est annoncée, effectivement, ça peut entraîner une humidité supérieure à la capacité au champ. Et là, on va entraîner de l'eau en dehors du système racinaire de la plante, du système racinaire efficace pour la plante, mais par la même occasion, on peut entraîner des éléments nutritifs. Donc il peut y avoir des conséquences pénalisantes pour la culture et au final aussi pour l'environnement et le côté économique pour l'agriculteur. Effectivement, il faut rappeler qu'il faut aussi éviter de perdre de l'eau. Voilà, exactement. J'ai l'impression que vos approches, elles peuvent être complémentaires en fait. Vous pouvez utiliser les outils, des outils tels que les sondes pour, j'imagine, compléter votre diagnostic ou tout au moins améliorer ou compléter le conseil en tout cas. Alors, et pour continuer dans l'accompagnement de l'agriculteur, une fois qu'on a donné la dose et la date d'intervention, il faut actualiser les données, justement. Donc, on est en contact aussi régulièrement avec l'agriculteur. On actualise la prévision du passage 2 fois par semaine. Et on prend les informations de l'agriculteur, pas que pour la pluviométrie, mais également sur le fait qu'il ait pu ou non réaliser le tour d'eau à la quantité prévue et à la date prévue. Il peut avoir une casse matérielle, donc forcément ça peut décaler. Donc on doit aussi prendre en compte sa puissance d'irrigation et son organisation, parce qu'il peut avoir des cultures qui sont à un même moment, une culture qui sera plus sensible qu'une autre, et si effectivement il y a eu un retard d'irrigation, il va falloir hiérarchiser les priorités. Bien sûr, parce qu'on rappelle que sur une exploitation, il n'y a pas un enrouleur par parcelle. Exactement, et il faut pouvoir répondre aux exigences et faire en sorte que ce tour d'eau soit vraiment économiquement rentable. Oui, d'accord. En termes de résultats, en 2-3 mots, Esther, est-ce que vous avez des éléments concrets à... Nous, on commence à avoir quelques clients, donc on est capable de mesurer les résultats aujourd'hui. J'en ai encore eu un au téléphone il n'y a pas très longtemps. Qui m'expliquait qu'avec le pilotage de la sonde, donc à l'origine, lui, il pilotait ses irrigations plutôt par habitude et à l'œil, c'est souvent ce qu'on entend. Et avec la sonde, il avait pu économiser donc 10 mm d'eau par passage. Donc là, il était sur du maïs, typiquement. Mais également démarrer son irrigation plus tard que prévu et donc économiser un tour d'eau tout en conservant ses rendements. Donc quand on voit le coût hectare d'une irrigation, être capable d'économiser un tour d'eau complet plus quelques millimètres d'eau à chaque passage, c'est une véritable économie. Donc en moyenne, je dirais que c'est ça, c'est un tour d'eau économisé à peu près en conservant les mêmes rendements. Grâce à ces outils d'aide à la décision, effectivement. Tout à fait. Ok. Julie, est-ce que vous avez des ordres de grandeur aussi Nous, on va plus s'exprimer en
ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que lorsque une plante évapotranspire des millimètres d'eau, on a une liaison forte entre l'évapotranspiration et la production. Donc, pour exemple, 1 millimètre d'évapotranspiration de la plante, si on prend un exemple en oignon, c'est 200 kilo-hectares d'oignons. Pour les pommes de terre, pour des variétés moyennement sensibles, on va être aux alentours des 200 kilo-hectares. Pour variétés très sensibles, ça va être plus de 230 kilos qui peuvent être en non produits, quoi. D'accord. Voilà. Avant de donner la parole à nos téléspectateurs ou internautes, une dernière question à vous deux. Est-ce que vous sentez sur le terrain, avec le recul, qu'il y a une vraie prise en compte de cette problématique de l'eau auprès des agriculteurs, une prise de conscience et une prise de conscience aussi dans leur peut-être leur changement d'habitude ou leur investissement sur du matériel plus performant ou sur des outils d'aide ou sur le conseil? Voilà. Tout à fait. Esther. Oui, alors la société Isagri en tant que telle, qui met toujours des solutions numériques à disposition des agriculteurs, a vu arriver cette demande au sujet de l'irrigation, et c'est de cette manière qu'on y a répondu, c'est en mettant à disposition ces capteurs. Donc on constate que c'est une problématique à l'échelle nationale qui concerne tout le monde et tout type d'agriculteurs tant qu'ils utilisent de l'eau. Donc c'est à la fois un souci économique, évidemment, mais il y a également un souci agronomique, environnemental. On a beaucoup d'utilisateurs qui viennent vers nous en nous disant j'ai pas forcément de problématique de quota d'eau chez moi, j'ai pas forcément de problématique financière, mais c'est vraiment une volonté de mieux utiliser l'eau qu'on a à disposition pour préserver la ressource pour les générations futures. C'est souvent ce qu'on entend, c'est souvent pour mes petits-enfants, je veux mieux pratiquer en fait mes irrigations. Il y a une prise de conscience sociétale. D'accord. Julie. En ce qui concerne l'activité d'agroconseil, ça fait 40 ans qu'on fait cet accompagnement-là, cette caractérisation-là et cette approche dynamique en fait des flux d'eau du sol vers la plante vis-à-vis des exigences climatiques. Donc, les agriculteurs avec lesquels on travaille, cette conscience-là l'avaient déjà, mais c'est vrai qu'on voit avec les exigences aussi de la société, la prise de conscience, que c'est de plus en plus important pour eux. En connaissant en plus de ça les conséquences que ça peut avoir sur d'autres aspects du cycle de production, mais en termes de préservation de la réserve en eau et de la qualité de cette eau, la prise de conscience est plus importante maintenant, quoi. Oui. Merci pour cette première étape de ce webinaire, et puis donc maintenant on va laisser la parole aux gens nombreux qui nous regardent. C'est à vous. Bienvenue dans cette deuxième séquence de ce webinaire, donc dédié aux questions-réponses. Donc j'ai essayé de suivre un petit peu sur le fil s'il y avait des questions, mais on va continuer d'échanger donc avec Julie et Esther, et puis peut-être que ces échanges vont vous inspirer ou vous questionner. Alors en préambule, je crois que Julie, vous vouliez apporter quelques précisions à l'aide de schémas pour bien comprendre la manière dont l'eau est physiquement disponible pour la plante et dans quelles conditions. Parce que les mots, c'est bien, mais parfois, c'est bien d'illustrer un petit peu. La compréhension est plus simple. Oui, c'est ça. C'est vrai que expliquer des concepts agronomiques et de fonctionnement, sans support, ça peut être un petit peu compliqué à visualiser. Donc, je vais me permettre de partager sur l'écran une image pour pouvoir justement visionner cette partie. Donc, je suis en train de chercher. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Pas encore. Là, c'est bon. Super. Voilà, parfait. Donc là, c'est juste pour réexpliquer ces tensions et ces compétitions qu'il peut y avoir entre le sol et la plante vis-à-vis de l'eau. Donc, il y a des forces qui s'exercent sur cette disponibilité en eau. Et donc, il faut imaginer l'eau autour d'une particule terreuse comme une épaisseur d'eau et dans laquelle viennent se baigner les racines. Et plus cette épaisseur d'eau se rapproche, diminue, donc le sol s'assèche, donc l'épaisseur d'eau approche, diminue près de la particule terreuse, plus la force de rétention du sol est forte, augmente. Ce qui fait que à un moment donné,
l'eau n'est plus disponible pour la plante parce que la force de rétention par le sol est plus importante. Et de l'autre côté, lorsqu'il y a une épaisseur d'eau très plus grande, eh bien, la force de rétention du sol est moins importante, mais pour autant, la plante ne peut pas forcément l'utiliser et on a l'eau gravitaire. Et entre ces deux, on a cette fameuse réserve utile pour la plante, qui est ce point entre la capacité au champ et le point de flétrissement. Donc, on a vraiment une compétition au niveau des racines. Alors, si on essaie de comprendre la relation avec le taux d'humidité, je vais vous montrer un autre graphe. C'est justement cet aspect où on voit que plus le taux d'humidité va diminuer, plus la force de rétention du sol va augmenter. Et on retrouve bien en 2 points cette capacité au champ et le point de flétrissement, donc la réserve utile. Et la fameuse réserve facilement utilisable pour la plante, qui est qu'une petite part de cette réserve utile. Et donc, à ce niveau-là, c'est pour expliquer que les sols ne sont pas égaux entre eux par rapport à cette réserve utile et la réserve facilement utilisable, c'est qu'on arrive sur effectivement des sols avec une rétention, on va dire même densité apparente, on voit qu'il y a déjà des écarts de réserve facilement utilisables. Ou alors un sol va s'assécher plus vite qu'un autre. Voilà. Donc, c'est vraiment pour expliquer cette disponibilité en eau qui est vraiment spécifique à la parcelle. Donc, on dit bien qu'une saison ne fait pas l'autre, mais un sol ne fait pas l'autre non plus. Non. Finalement, la qualité physique, chimique et biologique du sol conditionne la disponibilité en eau pour la plante. Oui, c'est vraiment c'est un ensemble. C'est à cet aspect-là, et la plante va exercer alors exercer, c'est un grand mot parce que tout est passif. C'est que en fonction des exigences climatiques plus ou moins fortes, la plante l'eau va devoir transiter plus ou moins rapidement au travers de la plante. Et donc le sol doit pouvoir rendre cet échange plus facile. Et donc c'est le travail fait aussi d'anticiper pour l'agriculteur, l'irrigant, cette quantité d'eau, cette réserve en eau. Donc le taux de matière organique, la structure, si c'est un peu dégradé, c'est sur un temps long que ça peut se restaurer. Alors que tous les ans, on a bien une culture qui va être en place et un besoin en eau qui peut s'exprimer avec un climat qui sera différent aussi. J'avais une petite question aussi pour Esther. C'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais les sondes capacitives que vous proposez, dans quelle unité de mesure elles donnent l'information? Oui. Alors, en ce qui concerne nos sondes, on va parler en millimètres d'eau. C'est ce qui nous semblait le plus cohérent pour les utilisateurs. On a l'habitude de parler de pluviométrie en millimètres d'eau, on a l'habitude de parler d'irrigation en millimètres d'eau, et donc l'objectif, c'était pour les sondes d'être sur la même unité de mesure, que ça reste cohérent dès qu'on parle de l'eau, qu'on soit sur la même unité. Et c'est ce qui la distingue aussi des autres sondes, des types de capteurs qu'on va trouver sur le marché. Je parlais tout à l'heure de la différence entre des sondes tensiométriques et des sondes capacitives. Mais l'unité de mesure du capteur fait aussi partie des différences que l'on va retrouver entre les différents capteurs. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs où on va parler en bar, il y a des capteurs où on va parler en pourcentage d'humidité. Et en ce qui concerne notre gamme, on parle de millimètres d'eau. Donc ça, est-ce que ça a un côté plus accessible pour l'agriculteur, effectivement, en termes d'information, j'imagine? Évidemment, l'objectif principal pour nous, c'est de mettre à disposition des agriculteurs l'outil d'aide à la décision le plus simple possible. Et donc, ça passe par la manière dont les résultats vont être retranscrits dans l'application. C'est pas de mettre des capteurs hyper scientifiques avec des données inexploitables. L'objectif, c'est vraiment de vulgariser au maximum pour que, en un coup d'œil, sur le smartphone et en temps réel, l'agriculteur puisse prendre une décision. Merci Esther. Je vois arriver une question de Marc, et je pense qu'elle
Elle s'adresse plutôt à Julie. Pour un même type de sol, est-ce que le point de flétrissement et la réserve utilisable sont les mêmes pour toutes les espèces végétales? Maïs, céréales, poils, tournesol. Alors, j'imagine que la réponse... Alors, pour être plus précise, c'est, on va dire, dans la même parcelle. Parce qu'un type de sol, on peut avoir deux parcelles différentes avec un même type de sol. Mais si on est sur la même parcelle, oui, la réserve utile du sol, son stock sera le même. C'est effectivement plus la réserve facilement utilisable où c'est là où la plante va avoir une capacité d'absorption qui sera différente. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire pour... Le point de flétrissement et la capacité au champ, ce sont des forces de rétention qui sont quasiment communes à tous. Donc la réserve utile, on l'a vu, c'est la vitesse à laquelle on va atteindre ces points d'humidité critiques. La force. Donc effectivement, la réserve utile d'une parcelle à une autre va varier. Mais quand on implante une culture dans une même parcelle, en fonction de la variété et de l'espèce qui est implantée dans cette parcelle, on a défini le point de flétrissement et la capacité, donc la réserve utile de ce sol. Après, effectivement, les besoins en eau par espèce sont différents. Ça sera différent, voilà. Alors, on a une autre question de Jean-Mathieu. Comment... Attendez, je remonte. Essayer de les prendre dans l'ordre. Comment vous déterminez la réserve utile pour l'utilisation de la sonde? Une étude préliminaire sur le sol est-elle réalisée en amont de l'installation? Alors, c'est une très bonne question qui revient fréquemment, en effet. Dans les consignes que l'on donne à nos utilisateurs, on précise qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse de sol avant l'implantation de la sonde pour une simple raison, c'est-à-dire qu'on se base sur la lecture de la courbe une fois que la sonde est présente dans le sol pour positionner les seuils qui vont déterminer la réserve utile dans laquelle la plante va être dans ce qu'on appelle le confort hydrique, tout simplement. Donc il y a vraiment une équipe d'agro qui va regarder, observer l'humidité du sol évoluer pendant plusieurs jours avant de déterminer les seuils, mais également recalibrer les seuils tout au long du cycle de la culture, parce qu'on sait que en fonction de l'évolution du système racinaire, ces seuils sont voués à évoluer. Donc ce n'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Après, plus on a d'informations sur le type de sol, le type de culture, la date d'implantation, effectivement, plus on est précis derrière dans le calibrage des seuils, mais ce n'est pas obligatoire. J'espère que j'ai répondu à la question. Oh bon, on va vite le savoir. Hein, si... Alors, il y avait une autre question. Donc là, on est sur des unités de mesure. Donc, c'est une question de Mathieu. Les sondes capacitives mesurent des millivolts transformés en pourcentage via une équation. Et un autre algorithme transforme ces pourcentages en millimètres. Est-ce que c'est bien ça le cheminement? Plutôt, oui, en termes de précision sur l'information, qu'est-ce que je peux répondre par rapport à ça? Je finalise la question, Esther, excusez-moi. Donc concrètement, est-ce que, si je comprends bien, est-ce que plusieurs équations ne risquent-elles pas de biaiser les données, en fait? Alors, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est que en termes de données affichées, étant donné nos plusieurs années d'expérience auprès de nos utilisateurs, on est à peu près dans ce qui est vrai, puisqu'on arrive à piloter l'irrigation au plus proche des besoins de la plante. Donc, voilà ce que je peux répondre. Malgré le fait que la donnée soit en effet recalculée, on est au plus près des besoins de la plante. Bon, donc, par rapport à des modèles de calcul qui sont robustes, j'imagine quand même. Effectivement, et puis on a quand même fait le choix d'afficher une donnée qui soit claire et lisible pour l'utilisateur. Donc c'était ça notre objectif. Et en ce qui concerne la deuxième question de Monsieur Godard, les pierres et les cailloux ne perturbent pas les données des sondes. Effectivement, on évite de se mettre là où il y a des cailloux et on conseille lors de l'installation
de la sonde, parce qu'il y a des sols qui sont très caillouteux, de faire un pralin autour de la sonde. Donc on prépare une boue avec de la terre et de l'eau pour bien faire colmater la sonde et le sol qui va être en contact avec la sonde, pour éviter justement qu'il y ait ne serait-ce que des bulles d'air ou des cailloux qui pourraient fausser les données. Ok. Je voulais vous entendre l'une et l'autre aussi sur. On parle beaucoup d'agriculture de précision par rapport à la fertilisation, la modulation des doses de SMI, des doses de produits phyto. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer concernant l'irrigation, ou c'est à des années-lumière de la recherche et du développement en tout cas? Tu veux peut-être commencer à répondre, Julie? Vas-y, je t'en prie. L'une et l'autre, je pense que vous aurez des éléments à apporter sur. La question, ça va être effectivement de savoir suivre ces zones-là, parce qu'à partir du moment où on commence à moduler, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des zones où il y aura peut-être des doses différentes à apporter dans un même passage. Donc avec le matériel qui est utilisé, c'est pas certain que ce soit vraiment efficace. Faut pas oublier que c'est un gros travail en période d'irrigation de déplacer le matériel. Donc en même temps, quand on module, il faut des systèmes, peut-être que les technologies pour voir des systèmes d'automatisation, mais ça veut dire autant de zones différentes à suivre en termes d'humidité pour vérifier qu'à chaque fois qu'on va moduler la dose, on est bien en disant bah voilà, là il faut mettre 35, là 30. Je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de recul à ce niveau-là pour se dire oui, c'est efficace de vouloir aller moduler dans chacune des zones hétérogènes de la parcelle. La limite étant le matériel finalement. Oui, et puis le temps, la faisabilité effectivement, oui, et puis de toutes ces données qui sont nécessaires après faut pas oublier qu'il faut actualiser, faire face aux imprévus qu'il peut y avoir pendant une période. Donc dans toute la durée de l'irrigation. Je pense que c'est déjà un gros travail modulé. Je pense qu'il faut vérifier par rapport à l'agencement de la parcelle. Après des systèmes de goutte à goutte, mais bon, après on est dans des limites de coût, j'imagine. Aujourd'hui, Esther, je pense qu'avec du goutte à goutte, on peut être au plus proche, au mieux, enfin, du besoin. Oui, pour compléter la réponse de Julie, je suis plutôt en phase avec cette réponse-là. C'est-à-dire que même en goutte à goutte, alors ça arrive petit à petit sur les grandes cultures, pour pouvoir piloter au mètre carré, il faudrait être capable d'avoir une mesure du besoin au mètre carré. Donc là, on est sur une deuxième problématique. C'est comment j'apporte au mètre carré, comment je mesure au mètre carré, et en termes de coût, à combien est-ce qu'on finit, quoi. Donc peut-être qu'il y a des solutions intermédiaires avant de vouloir piloter l'irrigation au mètre carré, mais plutôt du matériel qui serait plus efficient en termes d'apport d'eau sur la parcelle. Ça pourrait déjà être, je dirais, un intermédiaire. Mmh. Il y a une question qui est arrivée qui me paraît intéressante aussi, sur toutes les autres l'étaient par ailleurs. Quand on utilise 1 mètre cube d'eau en irrigation, alors j'ai perdu le fil. Voilà, on apporte 1 mètre cube d'eau en irrigation sur la culture. Quelle est la part réellement utilisée par la plante en termes d'efficacité? Quelle plante, voilà. Quelle plante, on va dans quel type de sol? Non, mais c'est vrai, c'est 1 mètre cube d'eau. On peut pas dire bah tiens sur ces donc effectivement sur ces 1000 litres, il y en a 800 litres qui vont être utilisés par la plante. Tout dépend déjà dans quel état d'humidité est le sol, parce que voilà, si on est dans des conditions favorables, on va avoir une efficience qui sera un peu plus importante. Mais si on a apporté au global ces 1000 litres d'eau, bah oui, mais est-ce que mon taux d'humidité était dans la phase où mon sol n'avait pas faisait pas trop compétition à la disponibilité en eau pour la plante ou pas? On répond, c'est difficile, on peut pas répondre comme ça à une question. C'est pas un schéma linéaire en plus. C'est surtout ça. J'imagine qu'il peut y avoir de l'évaporation liée aux conditions météo au moment de la plante. C'est ça.
quand on va irriguer, c'est pour ça aussi qu'il est important de faire un suivi du développement de la plante dans le sol. C'est que lorsque vous apportez un tour d'eau, toute la plante au début de la culture, toute la plante ne va pas couvrir le sol. Donc l'eau qui va arriver sur le sol, que ce soit par pluie ou par irrigation, il y a une partie qui va être évaporée directement par le sol. Les rayons du soleil tapent dessus, il y a de l'évaporation. C'est pas couvert, ce n'est pas forcément passé au travers de la plante avant d'être, pour le coup, évapotranspiré. Donc la quantité d'eau va aussi dépendre de la quantité d'eau passée dans la plante ou perdue. Si on parle de quelle est la part véritablement utilisée par la plante, ça dépend aussi de la couverture du sol. Et donc de l'occupation aussi par les racines. Parce que je me permets, mais je vois une question concernant le compactage du sol, là vis-à-vis des sondes, mais même pour le développement des racines. Un sol compacté, ça veut dire pas de place non plus pour l'eau, donc pas de réserve en eau, mais pas de place non plus pour les racines. Julie, vous avez abordé la notion de marge de manœuvre qu'ont les agriculteurs en fonction de leur culture, oui. de leur stade. Et je crois que là aussi, vous aviez quelques éléments à apporter, des éléments automatisés. Voilà, juste visuellement. Aussi, ça concrétise un petit peu oui. le conseil. Alors, pour revenir à la présentation de tout à l'heure, effectivement, pour expliquer... en fonction des cultures, du stade. Voilà. Et là, c'est un schéma complet d'une présentation de ce qui s'est passé sur le cycle total. Donc, d'un côté, vous avez un oignon de semis et de l'autre, une pomme de terre. Et on voit bien, quand on parle de seuil d'intervention, donc pas que du seuil de stress hydrique, mais le seuil d'intervention, c'est la ligne rouge. Et la réserve en eau utile maximale pour la plante, qui évolue, elle, avec l'enracinement de la plante, donc du volume d'eau qu'elle va pouvoir, du volume de sol qu'elle va pouvoir exploiter. Et on voit bien que la marge de manœuvre en oignon n'est pas la même, par exemple, sur la pomme de terre, dans les sols qui ont été analysés, pour le coup, dans les parcelles qui ont été suivies. Donc, l'objectif, c'est de toujours se trouver dans cet intervalle entre le seuil d'intervention, la réserve utile, facilement utilisable pour la plante. C'est là où il y a la finesse, le besoin de cette mesure ou de cette compréhension sol-plante dans les conditions climatiques de l'année. Alors, on a une autre question qui arrive. Comment ont été caractérisés les seuils, demande Mathieu. Alors ça, j'imagine que c'est des modélisations qui sont faites en fonction des plantes. Nous, c'est les champs d'essai. Ça, depuis les années 80, tout a été mesuré en champs d'essai. On a vérifié justement quels étaient les paramètres et les facteurs qui pouvaient influencer la disponibilité en eau. Donc déjà, les questions, c'était que devons-nous caractériser pour comprendre le sol et que devons-nous caractériser, comprendre de la plante dans ce sol. Donc ce sont des essais qui ont été faits et tout le temps en champ d'essai grandeur nature, en fait, l'extérieur. Je sens que ça réagit un petit peu, alors je laisse quelques secondes pour que les dernières questions arrivent éventuellement. Alors Julie, vous voyez les questions comme moi. Sur quel type de culture avez-vous des seuils tels que ceci? Alors, c'était par rapport à la présentation, peut-être? Peut-être, oui. Là, en fait... On était sur oignons et pommes de terre. Hein. Oui, oignons, pommes de terre, mais le système, on peut l'appliquer à toute culture. À partir du moment où on a une compréhension du fonctionnement du sol, donc une caractérisation une fois la culture implantée, ensuite, on connaît aussi comment et quels sont les besoins d'une plante, quels sont ses stades critiques, et on fait interagir les prévisions météo et ces systèmes-là, en fait. Donc, on peut y implanter, sur le système, on suit des betteraves, alors que ce soit des betteraves sucrières ou porte-graines, sur certains secteurs où quand c'est vraiment très très sec, ça peut arriver aussi du blé, des céréales qui soient irriguées, des cultures légumières, donc chou-fleur, épinards, carottes. Là, on suit ce type de culture.
Alors, une question sur les agrumes. Alors là, je ne sais pas si... Non, alors, je blague, mais une profondeur de sol de 60 cm est-elle suffisante pour une culture en agrumes? Alors, je ne sais pas si En fait, pour la sonde, apparemment. C'est pour les sondes. Pardon. On a, donc là, c'est vrai que sur la vidéo, j'ai montré une sonde de 60 cm, mais on est capable de descendre jusqu'à 120. Donc, effectivement, pour tout ce qui est arboriculture, on va adresser des sondes beaucoup plus grandes, typiquement. Ça va dépendre de l'âge, notamment. Et on a des très petites sondes et des très grandes sondes, donc on est capable d'adresser tout le monde. Celle de 60, c'est vraiment celle qui répond à la plus grande majeure de nos clients, je dirais. Oui, hein, c'est ça, entre 60 cm et 1,20 m. Exactement, de 10 à 120 en fait. Donc, de 10 à 120, d'accord. Donc, il y en a pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est ça, il y en a pour du gazon à l'arbre, il y en a pour tout le monde. Ok, est-ce qu'il y a encore des internautes qui seraient frustrés, qui auraient d'autres attentes avant de conclure cette deuxième séquence, pardon. En tout cas, Esther et Julie, merci pour l'échange et d'avoir pris le temps de répondre aux internautes. Le temps de vous remercier pour votre participation. Vous pourrez retrouver cette émission en replay d'ici quelques jours, donc sur le site de ternet.fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt et bon week-end par anticipation. Et voilà, pour les agriculteurs qui nous suivent, belle campagne à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.